le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver ce lundi. Bienvenue à la page internationale au grand journal du 14h, premier numéro de la semaine. De retour en pleine force pour présenter cette page internationale depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Ealichi Dorelas. Pour présenter la page internationale, à Jacques Mel, Joannel François, Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. Direction le Burkina Faso. Après le coup d'état de vendredi, le nouveau leader autoproclamé du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a rencontré les secrétaires généraux des ministères. Voici un reportage signé Africa News. Le chef de la junte burkinabé rencontre les membres du cabinet. Après le coup d'état de vendredi, le nouveau leader autoproclamé du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a rencontré les secrétaires généraux des ministères. Cette entrevue intervient au lendemain de la démission du chef de la junte qui a renversé le pouvoir en janvier dernier, le lieutenant-colonel Damiba. Il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. Après avoir démissionné, le lieutenant-colonel Damiba a trouvé refuge dimanche à Lomé, au Togo. Les chefs religieux et communautaires ont déclaré que Damiba avait posé 7 conditions pour quitter le pouvoir, parmi lesquelles une garantie de sécurité pour lui et ses alliés dans l'armée et le respect de l'engagement qu'il avait pris envers le bloc régional d'Afrique de l'Ouest en faveur d'un retour à un régime civil dans les 2 ans. Ibrahim Traoré a accepté ces conditions. Au Brésil, l'ex-président de gauche Lula est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle au Brésil, qui avait lieu le 2 octobre. Son avance sur le chef d'État Jair Bolsonaro est toutefois moins importante que le prédisaient les sondages. Un second tour aura lieu le 30 octobre. Luis Inácio Lula da Silva a ainsi obtenu 48,4% des voix contre 43,2% pour Bolsonaro, selon des résultats quasi définitifs, tandis que le dernier sondage Datafolha donnait à l'homme politique de gauche 14 points d'avance. Voici un reportage à signer RT. À en perdre la tête dans les rues de Sao Paulo. Les supporters de Lula presque en transe juste après l'annonce des résultats de ce premier tour de la présidentielle. Leur favori arrive en tête avec une avance sur son concurrent Jair Bolsonaro situé autour de 5 points selon les résultats quasi définitifs. Des résultats très loin de ceux annoncés par les sondages qui donnaient à Lula une avance de 10 à 14 points, parfois même élu dès le premier tour pour certains d'entre eux. Chez les supporters de l'ex-président, on balance entre déception et espoir. C'est le même stress que pour une Coupe du Monde. Nous pensons que nous allons gagner et nous sommes heureux, mais ensuite l'adversaire marque, puis nous marquons, puis il marque. Je ne suis pas satisfaite que nous allions au second tour, après tout ce que le pays a traversé. Les sondages se sont trompés, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. J'ai été déçue, mais je crois toujours qu'au second tour, Lula peut gagner. Le candidat de gauche a déjà remporté ce pari à 2 reprises. Lula, 76 ans, président de 2003 à 2011, a chaque fois triomphé au second tour. Un retour en grâce tout de même pour l'ex-chef d'État passé par la case prison pendant 1 an et demi, puis blanchi par la Cour suprême dans le cadre d'une affaire de corruption controversée. Ceci n'est qu'une prolongation. Il y a 4 ans, on me considérait comme un être humain qu'on avait jeté hors de la politique.
Et j'ai dit que je reviendrai plus fort, avec plus de volonté, avec plus de disposition, parce que la seule raison pour laquelle nous cesserons de nous battre, c'est quand nous aurons la conviction que le peuple brésilien pourra compter sur des centaines et des centaines de dirigeants capables de prendre les mesures pour améliorer sa qualité de vie. Un nouveau tacle en l'encontre de son adversaire à l'entame de cette prolongation de 30 jours. En effet, Lula et Bolsonaro sont attendus pour le match retour dans 4 semaines. Jair Bolsonaro, que les sondages annonçaient parfois perdant dès le premier tour, a réitéré son souhait d'effacer ce qu'il présente comme la menace communiste. Nous avons vaincu les mensonges aujourd'hui. Et ce qui m'inquiète, c'est que le Brésil perde sa liberté, que le Brésil fasse des pas vers la gauche, dans la même voie que le Venezuela, l'Argentine, la Colombie, le Chili et le Nicaragua. C'est ce qui m'inquiète, parce que dans ce cas, la première victime est toujours la liberté du peuple. Onde a primeira vítima é a liberdade do povo. Un peuple fracturé au plan politique, avec des électeurs de centre-droit et centre-gauche désormais très courtisés et qui représentent 8 millions de personnes. Lula vise un 3e mandat, Bolsonaro un 2e consécutif. Réponse attendue le dimanche 30 octobre. À Londres, Londres a annoncé lundi 3 octobre faire marche arrière sur la baisse d'impôts sur le revenu pour les plus riches, dévoilée il y a une dizaine de jours et qui a plongé les marchés financiers dans la tourmente. Voici un reportage à signer France 24. Baisser l'impôt pour les plus riches, la proposition a suscité un tollé jusque dans les rangs du Parti conservateur. Contrainte et forcée, la première ministre britannique, en poste depuis un mois seulement, rétropédale, ou plutôt laisse à son ministre des Finances le soin de le faire. Nous avons vu les réactions des gens, nous avons parlé à nos administrés, nous avons ressenti que l'idée de supprimer le taux d'imposition à 45% était en train de faire couler le paquet de mesures très solides que nous avons proposées. Concernant les prix de l'énergie, les baisses d'impôts pour les gens en général. Nous avons donc décidé de ne pas poursuivre en ce sens. La proposition de baisse d'impôts pour les plus riches était l'une des mesures du plan gouvernemental présenté le 23 septembre. Objectif de ce plan, faire face à la hausse du coût de la vie et stimuler la croissance. Mais son financement et son impact économique n'ont pas été entièrement chiffrés. Conséquence, la livre chute à son plus bas historique, les taux d'emprunt de l'État bondissent. Cela s'ajoute au contexte économique et social déjà préoccupant. Récession, inflation à plus de 10%, explosion des factures d'énergie, mais aussi grèves et manifestations qui se multiplient dans de nombreux secteurs. La cote de popularité du nouveau gouvernement est en chute libre. Malgré le revirement du jour sur le taux d'imposition des plus riches, Liz Truss espère toujours sauver le reste de son paquet de mesures. Son ministre des Finances doit le présenter ce lundi au congrès du Parti conservateur à Birmingham. En Iran, les cours ont été suspendus à partir de lundi. C'est la plus importante université scientifique d'Iran. Après de violents incidents dimanche soir entre étudiants et forces de sécurité à Téhéran, a indiqué une agence locale. Voici un reportage à signer I24 News. Le mouvement de protestation ne faiblit pas. Malgré la violente répression menée par la police iranienne, les manifestants se retrouvent tous les jours dans la rue pour la 3e semaine consécutive. Ce week-end, des milliers d'étudiants ont manifesté devant des universités dans plusieurs villes du pays, notamment à Téhéran, où l'université Sharif a été le théâtre de scènes particulièrement violentes. Sur les réseaux sociaux, les vidéos publiées montrent la violence des policiers iraniens. On découvre aussi des scènes de panique, comme dans ce parking de l'université, où de nombreux étudiants tentent de fuir après l'assaut de la police. Après 16 jours de manifestation, le bilan s'alourdit. Selon l'ONG norvégienne Iron Human Rights, 133 personnes auraient été tuées depuis le début du mouvement. Mouvement lancé suite au décès de Marsa Amini, 22 ans, arrêté le 13 septembre dernier par la police des mœurs pour non-respect du code vestimentaire. Des milliers de manifestants auraient par ailleurs été arrêtés. Ce grand mouvement de protestation contre le régime des mollahs est soutenu dans le monde entier. À Istanbul, le slogan phare de la protestation est scandé « Femmes, vie, liberté ». À Paris, des milliers de personnes manifestaient sous la pluie. À Madrid, une expatriée iranienne s'est coupé les cheveux au milieu de la foule, criant « Vous pouvez me tuer, mais pas me faire taire ». Ce n'est rien comparé à ce que le peuple iranien doit vivre tous les jours. Ce n'est rien que des cheveux.
Ça n'a pas d'importance. Je veux les soutenir, même si je ne suis pas en Iran. Même si je suis en Espagne, c'est toujours mon peuple. Londres, Montréal, Washington, le monde entier se mobilise pour soutenir les Iraniens dans cet élan de protestation sans précédent. Zoom sur le monde, que se passe-t-il dans le monde? Le discours de Vladimir Poutine vendredi dernier, diffusé en boucle sur les médias panafricanisme. Afrique libre, Poutine, les élites occidentales restent ce qu'elles ont toujours été, les colonisateurs, elles discriminent les peuples. Écoutons un extrait. Les élites occidentales, non seulement elles bafouent la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, mais ils pratiquent l'opportunisme, la dictature, en imposant, eux, pays qui se disent civilisés, leur propre volonté à tous les pays. Ils pratiquent le racisme de façon tout à fait sauvage. Ils traitent les autres de barbares. Ils donnent des étiquettes à tous les peuples, à tous les États, et là, il n'y a rien de nouveau qui se passe. On a déjà vu tout ça. Les élites occidentales restent ce qu'elles ont toujours été, des colonisateurs. Elles discriminent les peuples selon les critères qu'elles veulent. Il y a des peuples de première sorte et d'autres. Il y a ce nationalisme, ce racisme qui est pratiqué. Notamment ce racisme qui se manifeste en xénophobie ici et en russophobie. Donc ce racisme se manifeste aussi dans le fait que la civilisation occidentale, la culture néolibérale doit être le modèle pour tous les pays. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. C'est même bizarre de le dire, tout ça. Leurs crimes n'ont pas été payés et ils font incomber la responsabilité de ces crimes aux autres. Et ils demandent aux autres peuples de présenter leurs excuses. Par exemple, pour la période de la colonisation. Rappelons aux pays occidentaux qu'ils ont commencé cette politique au Moyen Âge. Ensuite, il y a eu les trafics d'esclaves, le pillage de l'Inde, de l'Afrique, les guerres françaises puis anglo-saxonnes contre l'Indochine, le trafic d'opium. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont placé en fait des peuples complets sous l'empire de l'opium pour pouvoir bénéficier des ressources des terres. Donc c'est une véritable chasse à l'homme qu'ils ont organisée. Cela va à l'encontre de la nature même humaine. Ça va contre la justice, contre le droit. Et nous sommes fiers qu'au XXe siècle, c'est justement notre pays qui a dirigé le mouvement anticolonialiste et qui a permis à beaucoup de pays de connaître le développement pour réduire les inégalités. La faim, je le souligne, une des raisons pour lesquelles cette russophobie et cette haine ouverte dans les élites occidentaux consiste justement en ce que nous ne leur avons pas permis de poursuivre ce colonialisme. Nous n'avons pas permis aux Européens de poursuivre ce commerce douteux. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation télé Belltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo, c'est l'automne, température sur Boston, 55 degrés Fahrenheit, 13 degrés Celsius. Jacmel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi et bon début de semaine à tous et à toutes. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.